Bonjour à tous. Alors, certains me connaissent via le documentaire Bâtir un foyer que j'ai fait avec Daniel Conversano. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un identitaire, un nation sur la ligne conversanienne. J'ai rejoint les Braves en été 2021 et j'avais été convaincu que l'expatriation était la meilleure solution pour les Français comme moi, et vivre dans une Europe apaisée. J'avais emménagé à Kiev en septembre. J'ai très rapidement trouvé un appartement, une copine. J'avais commencé les démarches administratives pour rester plus longtemps. J'ai fait les démarches administratives et j'ai payé un avocat pour obtenir une carte de résident de 3 ans. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai terminé ces démarches administratives seulement le 21 février. Donc le 23 février, la veille du conflit. J'étais un petit peu déprimé parce que les tensions entre l'Ukraine et la Russie étaient très fortes. J'ai des amis qui sont partis. Il restait plus grand monde dans mon sac d'amis à Kiev. Mais je restais optimiste. Je pensais que quand même la Russie préparait quelque chose, ça serait une annexion un peu comme ils ont fait avec la Crimée, donc quelque chose avec assez peu de comment dire d'affrontements. Donc j'étais vraiment insouciant. À l'époque, enfin ma question c'était, je préparais mon anniversaire, je choisissais quel gâteau j'allais manger. Euh, Après, je me suis endormi vraiment insouciant. Donc le lendemain, le 24 février, à 5 heures du mat, je me réveille sans trop comprendre pourquoi. J'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. Mon corps a tremblé. J'ai cru entendre un bruit. J'ai l'impression qu'il y avait une présence dans mon appartement. Donc j'ai une panique interne que je comprends pas trop. Après, j'entends une sorte d'orage. Je commence à avoir des doutes. Et puis j'ouvre la fenêtre, je ne vois qu'il pleut pas. Et après, bah, évidemment, je vais sur Internet et là, je comprends ce qui vient de se passer. Euh, donc je vois enfin, j'essaye de comprendre. Apparemment, c'est des bombardements sur des cibles militaires uniquement. Après, même des bombardements sur les cibles militaires, il y a toujours des missiles qui touchent des gens qui sont pas loin. Alors après, moi, c'est que j'ai un peu moins peur parce que j'étais dans un quartier résidentiel, loin des cibles stratégiques. Et je pensais vraiment que mon quartier était hors de danger. La suite m'a donné tort. Euh, donc, par la suite, j'écoute le discours de Poutine, qui m'a vraiment assez choqué. Disons que je m'attendais très bien à ce que Poutine soutienne les parties de l'Ukraine qui lui étaient acquises, comme le Donbass, que peut-être il chercherait à aller au plus loin à Odessa, peut-être qu'il allait réclamer Odessa. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait il allait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, et qu'il allait jusqu'à dire que l'Ukraine ne devrait pas exister, euh, qu'il voulait lancer une opération de dénazification, euh, ce qui veut en gros dire juste détruire totalement le sentiment national ukrainien. Voilà, donc en gros, là j'ai compris après c'était quoi le but. C'est-à-dire qu'au minimum, ce qu'il compte faire, c'est foutre tous les combattants d'Azov en prison pour des crimes de guerre réels ou inventés, on ne sait pas. Probablement dire qu'on ne peut plus dire que Bandera est un héros national, bannir le drapeau de la résistance ukrainienne, et voilà, tout le sentiment national ukrainien qu'ils avaient aussi fondé sur le combat contre la Russie et le combat pour leur liberté, allait être considéré comme du nazisme et tout simplement interdit et supprimé. Et encore, puisqu'il il est même allé jusqu'à critiquer le gouvernement de Zelensky en disant que c'était tous des néo-nazis ou des toxicomanes. Donc parfois on se demande c'est quoi la... Enfin, Poutine, on dirait un journaliste de Mediapart. Tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, en fait, c'est des nazis. Et voilà, ce qui va foutre vraiment... parce que Poutine, il fout ses opposants en prison en Russie, mais s'il veut foutre ses opposants politiques en Ukraine, enfin, il fout ses opposants politiques en prison, mais s'il veut foutre ses opposants politiques ukrainiens en prison, il va foutre tout le pays. C'est totalement dingue. Après, oui, une autre phrase qui m'a choqué, c'est il dit l'Ouest c'est l'empire du mensonge. Le mec vient de baptiser son opération une opération de démilitarisation. Donc,
Niveau bullshit, on est déjà au sommet, quoi. Je veux dire, et après, ça va dire, ouais, l'Occident, oh là là, il ment trop, c'est incroyable. Euh, Bah, bref. Donc je lis ça, enfin, j'entends ça. euh, on va dire que le moral est bas, le moral est bas. Et j'ai vu des gens qui suivaient ce conflit comme si c'était un match de foot. Alors ils étaient à fond. Alors qu'ils savaient que j'étais dans ce putain de pays et que c'était moi qui me faisais bombarder. Ils avaient vraiment il y en a vraiment qui ont aucune empathie, qui en ont rien à foutre. Ils voient une guerre contre l'OTAN, ils applaudissent, quoi. C'est genre, ils se posent pas de questions en mode ah, Poutine, oh là là, quel héros. Puis après, évidemment, j'ai rencontré les bons nationaux. Donc bon, généralement, c'est ceux qui ont une vie, qui sont expatriés comme moi, qui comprennent en fait ce qui est en train de se passer. Généralement, plutôt des gens qui sont plutôt sur une ligne Europe centrale plutôt que pro-russe, pro-Poutine. Et eux, de leur part, j'ai vraiment eu vraiment un vrai soutien. J'en parlerai plus tard de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc bon, instantanément, je suis coincé dans le pays, tous les vols annulés. La frontière, une queue pas possible. Après, il y a un. Comment dire. J'ai appelé mon ambassade pour savoir ce qui allait se passer. À l'époque, j'avais vraiment, vraiment foi en mon ambassade. Je pensais qu'ils allaient vite me sortir de la situation. L'avenir m'a donné tort. Ma famille m'appelle en panique. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye de minimiser la situation en leur mentant, tout simplement. Je leur dis qu'en fait, mais non, mais c'est pas possible. Je suis hors de danger, ils n'auront jamais mon quartier. Ça va, ils visent les cibles militaires. Faut pas céder à la panique. Vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Voilà. Mais je savais que c'était un petit peu du bullshit. Mais bon, quand votre mère vous appelle et qu'elle est au bord des larmes, faut pas lui dire la vérité. Euh, donc après, il y a un canal qui s'est créé, un groupe d'entraide qui a été créé par des membres de la communauté brave comme moi, d'entraide pour les Ukrainiens, de gens ultra motivés, qui sont vraiment, que je salue, qui sont formidables, pour essayer de nous aider. Ils étaient prêts à aller nous chercher à la frontière, à nous donner des logements en Pologne, mais malheureusement, il n'y avait aucun moyen pour eux de réussir à nous faire faire ce qui est le plus dur, c'est-à-dire de quitter le pays. Voilà, voilà. Disons que j'ai passé plusieurs heures à nier le conflit, à nier le danger. Je suis resté dans mon appartement qui est au 12e étage et qui a des grandes vitres. Donc disons que s'il y avait une explosion à côté de moi à ce moment-là, je ne m'en sortais pas. Et j'essayais de juste suivre l'actualité, répondre à des mails. En fait, j'essayais de continuer ma vie normale avant de me rendre compte que c'était débile. Et j'ai finalement décidé de quitter mon appartement pour rejoindre ma copine Ilona, qui elle était dans un autre appartement avec sa mère et une coloc à elle, qui était au rez-de-chaussée, donc du coup moins exposé, moins dangereux pour les explosions. Donc je fais euh, un sac vraiment. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer avec quoi j'ai quitté l'Ukraine finalement. Voilà, donc c'est un sac avec ça. Je peux voyager à Ryanair. Je l'avais même pas rempli en entier. J'ai mis vraiment que dalle dedans. Mon ordi, quelques fringues, chargeur de mon ordi. Et à l'époque, je me rendais toujours pas compte qu'en fait, vu que j'allais me réfugier ailleurs et qu'après les déplacements étaient évite à tout prix, en fait, je suis en train de faire mon sac définitif. Et je savais pas à l'époque que toutes les affaires que j'avais laissées dans mon appartement étaient irrécupérables pour une durée indéterminée, potentiellement à jamais. Si mon immeuble brûle, tous mes autres vêtements, tous mes autres biens, tout ce que j'avais amené en Ukraine, tout ce que j'avais acheté en Ukraine, euh, sera perdu à jamais pour moi. Mais je suis pas la personne la plus à plaindre parce que ma copine, elle a vraiment tout perdu. Sa mère aussi. Elles ont débarqué en Nord de l'Est avec un sac qui faisait aussi cette taille. Enfin, on débarquait en Pologne, c'est déjà en Nord de l'Est. Et voilà, c'est dur de repartir à zéro de cette manière. Donc, je, je suis chez ma copine et je dors chez elle. Pour l'instant, on dort dans la chambre à coucher encore.
25 février, 5h du mat, une nouvelle explosion avec une lueur dans le ciel, qu'on ne sait pas d'où ça vient. On va dans le couloir en rampant, et ensuite, genre une demi-heure après l'explosion, on décide d'aller chercher des couettes quand même, et de rester dormir dans le couloir, parce que le couloir est moins proche des fenêtres, et par conséquent c'est plus sûr au niveau des explosions, et l'explosion qu'on venait d'entendre venait de nous montrer que on n'était pas si loin des cibles stratégiques, ou alors il y avait un problème. On a eu l'explication plus tard de l'explosion. En fait, c'est un drone qui a été abattu par des missiles ukrainiens. Et les débris du drone sont tombés sur un immeuble et il a brûlé. Et c'était à 2 km de chez moi, à peu près, voilà, pas très loin de mon quartier. Cet immeuble, ça avait été le mien. Là où j'étais avant et que j'étais resté dormir dans mon appartement comme l'insouciant que j'étais, j'aurais potentiellement pu être carbonisé. Par la suite, il y a des sirènes qui sonnent. Alors moi, mon quartier n'a pas de sirène, donc en fait, il faut regarder les news en permanence. Et quand on vous dit cachez-vous, il faut aller se cacher. Donc, je suis allé dans un parking. Il faisait froid. On n'a pas pris beaucoup de couverture. On est allé vite. C'était stressant. On n'a pas pris beaucoup de nourriture. J'étais très fatigué. J'essayais de dormir. C'était vraiment la panique. On s'est posé dans le parking pendant plusieurs heures et après on a décidé de retourner à l'appartement parce que le danger était écarté. Et on est resté dans le couloir, le fameux couloir où on habitait du coup. Et puis là, mon but c'est de dormir pour essayer de me reposer parce que voilà, si jamais il fallait partir, valait mieux être le plus reposé possible. Donc par la suite, ce qui s'est passé, c'est que moi, moralement, j'avais pas de problème à rester au même endroit. J'étais prêt à faire comme mon ambassade me disait et rester caché aussi longtemps possible. Ilona, elle, était vraiment stressée à l'idée de faire cette stratégie de rester cachée. Elle était plutôt pour partir. Parce qu'elle disait que rester dans un appartement, c'était potentiellement se faire bombarder à n'importe quel moment. Et moi, j'étais encore assez naïf, je leur disais, mais non, mais les Russes ciblent pas les civils, tout va bien. Je pense pas que le nombre de morts va augmenter tant que ça. Bon, la suite va me donner tort. Et je me sentais en sécurité à Kiev. Et je me dis, j'avais juste une confiance aveugle dans mon ambassade. Le problème, c'est que mon ambassade, je ne pense pas qu'ils auraient pu emmener Ilona et sa mère avec moi. Sa coloc est ici ont décidé de rester à Kiev. D'ailleurs, elle y est encore. J'espère qu'elle va aller bien. Donc on cherchait un plan d'évasion. Donc le premier plan d'évasion que Ilona m'a proposé, c'était un plan en voiture. Donc il leur fallait juste un conducteur, il y avait une voiture avec 2 places. Le problème, c'est qu'on pouvait pas prendre la mère d'Ilona, et moi j'avais pas trop envie de la laisser derrière. Et ensuite, fallait que je conduise en Ukraine, et je ne connais pas la route. Et si c'est pour me perdre dans la campagne ukrainienne et me faire flinguer parce que je vais accidentellement vers le front russe, c'est un plan foireux. À l'époque, j'appelais un ami à moi, qui est l'ami le plus informé que j'avais en Ukraine, qui s'appelle Igor, qui avait des contacts à l'ambassade et qui, lui, m'a beaucoup aidé pour choisir à peu près, pour prendre des décisions. Il avait des amis à l'ambassade et, par exemple, ça, il m'avait dit, bah ça, c'est un plan foireux parce que, voilà, tu peux te perdre et ça peut très mal se passer pour toi. Le deuxième plan d'Ilona, c'était de prendre le train, parce qu'elle avait une amie qui avait réussi à prendre le train. Alors, en gros, ils vont tous à la gare de Kiev, ils s'agglutinent là-bas, c'est le bordel. De ce que j'ai entendu, en fait, il y a des gardes qui parfois tirent en l'air pour maintenir les foules. Dès qu'il y a une sirène, ils vont tous se planquer au métro, puis ils retournent à la gare une fois que c'est fini, et là, ils continuent de faire la queue. Et ils s'entassent dans des trains et ils partent pour Lviv ou pour la Pologne. Quand cette option était, quand on avait cette option, c'était déjà trop tard, parce qu'en fait la nuit elle arrive bientôt arrivée. J'ai appelé Igor, je lui ai demandé, il m'a dit non mais écoute, tu vas aller là-bas, ça se trouve tu vas pas pouvoir avoir de train et tu vas te retrouver de nuit à Kiev, alors qu'on pense que les Russes vont arriver d'une minute à l'autre et que en fait depuis le jour 1, on ne sait pas à quelle distance étaient les Russes. On a appris qu'ils étaient à 20 km et on ne sait pas combien de temps ils allaient faire pour arriver à Kiev. Et finalement, en fait, bon, ils y sont toujours pas. Maintenant, ils ont encerclé la ville, mais ils ne sont jamais vraiment arrivés. Mais ça a toujours été le risque on sorte de chez nous le moment où les Russes débarquent dans la ville et du coup, là, on est vraiment exposé. On pourrait se retrouver au milieu de tirs.
Donc voilà, donc l'option du train écartée. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs. Bon, certains sont avérés vrais, c'est qu'en fait des Russes se déguisaient en citoyens ukrainiens, ils allaient dans la ville dans le but de foutre la merde et de créer la panique. Voilà, à l'époque, la stratégie de Poutine, telle qu'on m'avait dit, telle que mes contacts, les informations qu'ont envoyé mes contacts disaient que en fait le but maintenant c'était pour Poutine de provoquer une panique au sein de la ville. Voilà, il voulait débarquer, buter le gouvernement, parce qu'en fait tous les membres du gouvernement sont restés à Kiev, ils n'ont pas voulu partir pour que vraiment les Ukrainiens restent aussi et tiennent bon contre cette invasion. Et, ils n'ont pas plié, et voilà, le but de Poutine c'est juste de débarquer, de buter Zelensky, de foutre un pantin pro-russe à la base qui n'a aucune conscience nationale, et qui fasse le sale boulot, et qu'il y ait d'un côté une Russie tout simplement annexée, le reste ça serait une merde comme la Biélorussie, juste un pantin où du coup il n'y ait plus vraiment aucun sentiment national et c'est soit juste des mecs qui parlent russe et qui obéissent à la Russie. Finalement, ma copine a eu le meilleur plan possible, c'est qu'en fait son employeur a décidé d'envoyer un bus à Kiev pour passer prendre tous ses employés qui étaient à Kiev. Donc, ma copine Ilona travaille pour une grosse entreprise d'IT, dont je dirais pas le nom. Et le patron a décidé de vraiment faire de son mieux pour essayer de sortir ses employés de ce bordel. Le problème, c'est que à l'époque, j'avais reçu des messages donc, de mon ami Igor et d'un autre ami, qui était assez peu rassurant sur la situation en Ukraine. À l'époque, on pensait, à Kiev, on pensait qu'en fait, cette nuit-là, c'était la nuit où les Russes allaient charger une bonne fois pour toutes. Et que peut-être par conséquent, demain matin, le plan de prendre le bus serait plus du tout d'actualité. Donc ensuite, jour suivant, 26 février, à minuit. Donc 26 février, en fait, c'est mon anniversaire. Et voilà, du coup, on a fêté mon anniversaire par terre, dans le couloir. Et j'ai mangé une pamela. En guise de gâteau d'anniversaire, voilà, c'est un petit fruit que ma copine avait en rab. Mais bon, un fruit en temps de guerre, finalement, ça n'a pas de prix, quoi. C'est le mieux que je pouvais avoir, voilà. Voilà, et du coup, je m'endors, et je sais pas si je vais me réveiller en Ukraine ou en Russie, bref. On se réveille vers 8-9 heures, on a un peu trop dormi, il faut vite aller vers le bus. Le problème c'est que la mère d'Ilona veut plus partir, elle décide de rester à Kiev, et on a dû la convaincre de faire un sac très très vite et de partir avec nous. Et finalement on a réussi à partir pour le bus et en laissant sa coloc derrière. On a réussi à prendre un taxi. Il y a des taxis qui fonctionnent encore à Kiev. On a payé le double du prix et le mec est venu nous chercher. Il nous a emmenés. On est resté dans des coins assez écartés du danger, parce que moi j'habite dans le sud. Il fallait aller quelque chose qui était plus dans le centre-ville. Il fallait aller à une station qui était plus dans le centre-ville, mais plutôt dans le sud. Et voilà, on a réussi à y aller là-bas en taxi en urgence, parce qu'en fait, en métro, on aurait été trop long, on aurait raté le bus. Et du coup, on a pu rentrer dans le bus. Et le bus était en direction de Varsovie, pardon. Et du coup, là, je pense que j'étais tiré d'affaire et que j'avais juste à rester dans ce bus pendant suffisamment longtemps et on allait passer la frontière. Donc la mère d'Ilona a beaucoup pleuré pendant le trajet parce que c'était assez dur pour elle de quitter Kiev. Surtout que je sais pas quand est-ce qu'elle pourra y revenir. Donc on arrive à Lviv à 21h et là les hommes descendent parce que les hommes ne sont pas autorisés à quitter la frontière, enfin les hommes ukrainiens, parce qu'évidemment ils ne pouvaient pas interdire à un étranger comme moi de rester, de raisons diplomatiques. Donc minuit on arrive à la frontière et il y a des kilomètres de queue de voitures, mais le bus est prioritaire pour des raisons que j'ignore, c'est comme ça. Et du coup on passe sur la file des bus et l'attente est moins longue, enfin moins longue, elle est quand même vachement longue. Donc 27 février, en fait, le bus a avancé dans la queue, mais on apprend que le conducteur, en fait, comme c'est un homme entre 18 et 60 ans et qu'il est ukrainien, il ne peut pas passer la frontière. Donc en fait, on va pas pouvoir passer la frontière en bus, il va falloir passer la frontière à pied. Donc on a passé la nuit dans le bus et la matinée à faire la queue. Et à 13h, on décide de finir à pied
et du coup d'aller faire la frontière avec les mecs, enfin d'essayer de traverser la frontière avec les mecs à pied. Donc là, on arrive à la frontière. Alors, je vais pas te donner trop de détails sur comment a été gérée la frontière. Il y a beaucoup d'articles de merde des médias occidentaux qui se plaignent parce qu'en fait, à la frontière, il y a une file prioritaire réservée aux Ukrainiens. C'est que les Polonais veulent aider les Ukrainiens en priorité. Les femmes et les enfants ukrainiens. Les hommes ne sont pas prioritaires. Ilona a dû faire de gros caprices, enfin beaucoup influencé, beaucoup incité à les gardes pour qu'il m'emmène avec, pour que je puisse passer avec elle, parce qu'en fait elle a besoin de moi pour aller en Pologne et ensuite aller en France et vivre, et sa mère aussi, donc elle a pas voulu que je passe par la queue non prioritaire et j'ai réussi à passer par la queue prioritaire. Donc il y a énormément de différentes files qui nous emmènent à différents endroits. Le bureau ukrainien pour partir, pour quitter le pays. Après, il y a le bureau en Pologne pour arriver en Pologne. Et en gros, voilà, on a commencé la queue à 13h. On a terminé la queue le lendemain, le 28 février, à 3h. Donc on a passé combien de temps 14 heures debout, je crois. À faire la queue, et encore, j'étais dans une file prioritaire. Je peux dire que si vous étiez un homme, et que vous n'étiez pas ukrainien, et que vous n'aviez pas d'enfant ni rien pour essayer de gratter la queue, vous faites la queue pendant bien bien plus longtemps. Donc en Pologne, je pense que c'était le meilleur moment de cette sombre affaire. Les Polonais ont fait un accueil exceptionnel. Il était 3h du mat, ils nous ont tout donné, de la nourriture, des couvertures, des médicaments, rasoir, brosse à dents, tout ce qu'il faut. Dentifrice, gel douche, shampoing. Et ensuite, le bus nous emmène sur un parking. Et sur ce parking, il y a plein de volontaires polonais qui sont prêts à nous emmener dans les villes qu'on veut. La mère d'Ilona était convaincue d'aller dans une ville en Allemagne avec quelqu'un qui était un Ukrainien qui s'expatrie en Allemagne, dans une ville où il y a une grosse communauté ukrainienne, pour ensuite, il lui a dit je vais te trouver un travail, etc. Et à partir de ce moment-là, on s'est séparés avec sa mère. Et Ilona et moi, on a décidé d'aller à Varsovie, parce que c'est là où on avait une possibilité de logement, où je suis actuellement, dont je parlerai plus tard. Donc ensuite, à 9h, la voiture arrive enfin à Varsovie. Et là, je suis accueilli, en fait, le groupe de braves de Pologne volontaires pour aider les Ukrainiens. J'ai demandé un logement dessus et quelqu'un m'a proposé un logement à Varsovie où je peux rester un certain temps. Ils m'ont dit que je pouvais rester plus d'une semaine, il n'y avait aucun souci. De toute façon, je compte rentrer en France assez vite. Donc extrêmement sympa, vraiment, le réseau Brave, je recommande. Là, je suis dans un plutôt bon endroit, j'ai pu enfin me reposer. Là, on est le 1er février, j'ai enfin pu dormir. Ah, les bruits que vous entendez, d'ailleurs, c'est des chats. En fait, il y a 2 chats, et ils font n'importe quoi. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est ils ont... je vais dormir, et en fait, je me réveille, ils ont pris un sac de flocons d'avoine que j'avais emmené comme provision pour la route. Et en fait, ils l'ont déchiré, ils ont mis tous les flocons d'avoine partout. Mais quand même, je veux dire, les chats me remontent le moral. Bon, bref, pendant tout ce voyage, Ilona et moi, on a perdu, je dirais, en moyenne 1 ou 2 kilos avec toute cette histoire. On a bien fait de partir, parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit que Kiev est encerclé. La nourriture commence à se faire rare, d'après la coloc d'Ilona. Ils ont commencé à faire des rations. La queue au magasin est vraiment assez longue. Et les gens qui n'ont pas de réserve vont potentiellement commencer à être au moins mal nourris. Déjà, rien que nous, pour économiser la nourriture, on a assez mal mangé ces derniers jours. Et en plus, le stress m'empêchait d'avaler de la nourriture quasiment à un certain jour. On voit qu'il y a des nouvelles bombes encore plus grosses qui commencent à tomber sur l'Ukraine, que les Russes s'impatientent. On sait que Poutine ne peut pas rentrer bredouille de cette campagne, et c'est possible que plus le temps passe et Poutine décide de s'en prendre aux civils pour essayer d'aller plus vite.
Alors aujourd'hui, on est tiré d'affaire, mais on continue de voir sur les réseaux sociaux des bâtiments détruits, des civils tués. Une investigation a été lancée pour la Russie, contre la Russie pour crimes de guerre. On va voir ce que ça donne. Certains vont dire que c'est pas possible que la Russie commette des crimes de guerre contre les Ukrainiens parce qu'ils cherchent à... Ils considèrent que c'est le même peuple et ils cherchent à les protéger. Faut pas oublier ce que Poutine a choisi d'envoyer en Ukraine. Donc la plupart, c'est des conscrits incompétents. Et ensuite, il envoie des Tchétchènes qui considèrent les Ukrainiens comme des terroristes. Inversion accusatoire, j'ai envie de dire. Voilà, donc moi la ligne que je défends aujourd'hui, la stratégie que je défends aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, les Russes ne peuvent pas gagner. C'est-à-dire que quand bien même ils vont défaire l'armée ukrainienne, si jamais ils prennent les villes, il y aura des guérillas. Et quand il y aura des guérillas, il y aura des civils morts. Les Russes doivent s'enliser, l'armée ukrainienne doit survivre, et l'Ukraine doit être le tombeau de Poutine. Poutine est responsable de cette agression pour moi. C'est à cause de ces délires expansionnistes qui datent de l'URSS qu'il a fait cette agression. Il n'est pas du tout en train de défendre la civilisation européenne. Il ne fait pas du tout ça pour... c'est pas du tout dans son logiciel. Il a encore un vieux logiciel de l'URSS. Il faut qu'il dégage. Il faut foutre à la place un président russe qui arrête d'essayer d'annexer des pays qui ne veulent pas être annexés et qui continuent de résister contre eux et qui se battront à mort contre le régime russe parce qu'ils n'en veulent pas, ils ont déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est foutu pour lui, les Russes n'auront jamais l'Europe de l'Est, ils n'auront même pas l'Ukraine. Bref, donc j'appelle à faire des dons à l'État ukrainien, je vais mettre le lien en description, pour que les Ukrainiens puissent continuer l'armée ukrainienne continue d'avoir de l'argent, pour qu'ils continuent d'être bien équipés, pour qu'ils continuent de protéger les villes, et pour pas qu'on bascule dans le chaos total. Il faut que les Russes s'enlisent. Il faut que Poutine abandonne. Et sinon, il faut surtout pas que Poutine choisisse de bombarder totalement la population et de faire ce qu'on pourrait appeler une fuite en avant. S'il fait ça, les conséquences seront désastreuses. Il faut bien qu'il comprenne qu'il n'aura pas l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que la situation va s'améliorer. J'allais manger un plat chaud au McDonald's, parce que ça fait longtemps. J'ai enfin pu dormir dans un vrai lit, là, j'ai enfin pouvoir aller me faire un petit resto. Ça va me faire du bien. Et sur ce, je vous dis au revoir. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли. Козаки у хата життя не блага.